Minutes à démarrer parce que j'étais pas tout à fait en place. J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez pu déjà commencer à faire un petit tour du salon et à voir un peu tout ce qui va se passer aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous êtes venu voir aujourd'hui. Moi, je sais ce que je vais vous montrer en tout cas. Je vais vous parler d'une histoire d'un produit que j'ai voulu revoir, revisiter, euh, qui est un grand classique de la maison Fauchon. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter peut-être. Je suis François Daubinet, le chef pâtissier de la maison Fauchon, particulièrement à Paris et aussi exécutif international. J'ai pris ce poste il y a une petite année maintenant. J'ai commencé en juillet dernier dans cette belle maison qui est pleine de projets et il se passe vraiment beaucoup de choses. J'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard là-dessus. Pour faire très bref sur mon parcours, sur ces 15 dernières années et ce qui m'a mené à Fauchon aujourd'hui, en fait, j'aime à dire que sur ces 15 dernières années, j'ai fait 7 à 8 ans d'apprentissage. J'ai fait un tour de France chez les Compagnons du Devoir en fait, pendant 8 ans, où j'ai changé de ville et j'ai vraiment déménagé. J'ai fait une sorte de voyage pendant 8 ans en France et un peu à l'étranger aussi à New York, durant lesquels j'ai passé un peu tous mes examens. Les CAP pâtissier, boulanger, chocolatier, le BTM, le BGEA, enfin tous les examens qu'on peut avoir en pâtisserie. Donc j'ai fait ça pendant les 8 premières années jusqu'à mes 22-23 ans. Et puis lorsque je suis arrivé à Paris, j'ai fini mon tour de France et j'ai démarré. Donc j'ai fait toute cette première partie dans les boulangeries, pâtisseries, chocolateries, salons de thé. Donc plutôt la base du métier, les bases techniques. Et ensuite je suis arrivé à Paris à 22-23 ans. J'ai attaqué à l'hôtel de Crillon aux côtés de Jérôme Chaussès. Je suis resté là-bas pendant 2 ans et demi, ce qui m'a permis de voir un peu tout ce qu'on connaît d'un palace. C'est important pour moi de préciser ça parce que c'est pas que de la restauration, ça nous permet de voir beaucoup de choses en fait au sein d'un palace. Il y a vraiment un peu tous les aspects différents de la pâtisserie, du dessert à l'assiette, au salon de thé, à la viennoiserie, au brunch, à la carte du room service, du bar. Donc j'ai eu une grosse expérience là-bas où pendant 2 ans et demi, je suis passé un peu par toutes les étapes, de demi-chef de partie à devenir l'adjoint de Jérôme. Suite à ça, je suis parti au Plaza Athénée dans l'équipe de Christophe Michac et de Jean-Marie Hiblot. J'ai fait ça aussi pendant une petite année, jusqu'à ce que je rejoigne Christophe pour l'ouverture de son école Michalak Masterclass dans le 10e arrondissement de Paris. On a fait l'ouverture avec Christophe en fanfare. C'est une grosse expérience là aussi avec Yann Mengui et Marie Meunier. On était trois pour essayer de faire cette espèce de truc nouveau, une espèce d'école de formation pour amateurs. En même temps, on avait des produits d'une boutique aussi. Après ça, j'ai pris la place de chef pâtissier au Taïwan. Donc c'était ma première vraie place de chef pâtissier. C'est un restaurant 2 étoiles Michelin près des Champs-Élysées. C'est ce qui m'a permis à 26 ans de commencer à construire un peu ma propre équipe. On était 6-7 personnes en pâtisserie et là j'ai pu commencer à m'éclater, à faire du dessert à assiette et à travailler sur ce que j'aime faire, un peu sur mon identité, sur ma griffe. Ça m'a permis de développer beaucoup de choses pendant 2 ans quasiment, enfin un peu plus qu'une année. Euh, et après ça, je suis parti faire du conseil en tant que consultant international, surtout sur de la formation de dessert à assiette pour les pros, un peu partout dans le monde, beaucoup en Asie et en Europe. Donc j'ai fait ça aussi pendant une année, avant de rejoindre la maison Fauchon, pour laquelle je travaille depuis un an en tant que chef exécutif, je vous le disais. Aujourd'hui, pour parler très rapidement de cette maison, c'est une maison qui a 130 ans d'histoire en pâtisserie, épicerie, chocolaterie. On fait du salé, il se passe vraiment beaucoup de choses. J'ai un homonyme qui est un chef de cuisine qui s'appelle Sébastien Monceau, qui lui gère toute la partie salée et moi je prends toute la partie sucrée. Euh, Mon équipe de pâtissiers, on est 15 à 16 personnes à travailler tous les matins et à faire tous les desserts que vous pouvez déguster ou acheter place de la Madeleine. Donc c'est une belle équipe, on n'est pas extrêmement nombreux, mais c'est une belle équipe je souhaite parler d'eux parce qu'ils sont derrière moi au quotidien et heureusement qu'ils sont là, c'est grâce à eux que je peux faire ce genre de démonstration et qu'ils assurent le boulot derrière parce que s'il y en a qui sont là, il faut bien qu'il y en ait qui soient au labo. Donc c'est important pour moi de le préciser. J'ai mon adjoint qui est là-bas en face en train de donner des masterclass aussi, si vous voulez aller le voir à la fin de la démonstration. Bon voilà, ça c'est un peu pour la maison Fauchon.
Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire, mais non, je pense pas. Enfin, j'ai fait un peu le tour. En tout cas, ce qui est important pour moi de vous dire aujourd'hui, c'est que ce que je vais vous présenter comme dessert et comme recette, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. Enfin, je trouve ça assez simple. C'est un baba au rhum que j'ai rebaptisé le papa au rhum. Il y a une vraie histoire à ça. C'est que d'abord, c'est parti d'un jeu de mots, d'une rigolade avec mon adjoint, justement, avec Pierre, en se disant que pour la fête des pères, ça aurait été cool de faire un papa au rhum, en fait, pour fêter la fête des pères. Parce qu'on fait souvent beaucoup de choses pour la fête des mères et c'est très bien parce qu'il faut qu'on fête les mamans. Mais c'est bien aussi de temps en temps de penser au papa. Donc on a fait en fait une vraie, de ça, on en a fait un vrai enjeu et un vrai projet en fait. Donc, on est parti donc de cette idée de papa au rhum et donc de faire un baba à base de rhum dont papa, dont je suis fan en fait. Tout est parti un peu de là. C'est un rhum que j'adore. J'ai fait exprès de vous ramener une bouteille. Si à la fin de la démo, vous voulez venir un peu, je peux ouvrir la bouteille, le sentir. Parce que c'est un rhum qui est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. C'est quelque chose de très doux, un peu agrumes, vanille. C'est un rhum qui est vraiment particulier par rapport à tous les rhums classiques. Et c'est important pour moi aujourd'hui de présenter euh, que dans un dessert qui paraît simple, ce qui est important, c'est le sourcing des matières premières aussi et ce qu'on utilise comme rhum. Ça n'a pas de sens de faire un baba au rhum si le rhum qu'on utilise, bah, il est de mauvaise qualité, je trouve, parce que c'est le centre du dessert. Donc voilà, je vous ai ramené la bouteille. Si vous voulez venir le sentir, n'hésitez pas. Tout est parti de là, c'est un rhum que j'adore. Et puis après, on a fait un peu le chemin et en fait, on en a fait toute une action et on a fait des coffrets papa au rhum que vous pouvez venir aussi acheter en magasin avec plein de. Enfin, il y a des t-shirts, il y a plein de trucs dedans. On a fait des trucs cool pour offrir au papa en fait. Euh, voilà pour ce qui est de l'idée du baba au rhum. Une chose qui est importante aussi, c'est que je vais remercier déjà l'organisation du salon de faire en sorte qu'on soit là aujourd'hui parce que c'est important qu'on puisse s'exprimer sur ce genre de dessert. Je suis ravi d'être avec vous et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a des hôtesses qui peuvent passer avec des micros. Donc n'hésitez pas, je suis là pour ça, pour répondre à vos questions. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de compliqué. Donc je serai prêt à répondre à toutes vos questions. Et puis je crois que c'est tout avant de démarrer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le dessert est très simple, c'est composé d'une pâte à baba, mais qui habituellement en fait une pâte à baba, c'est ce qu'on fait comme une pâte à brioche un peu. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais une pâte à brioche, c'est ce qu'on fait à base de farine, d'œufs, de beurre, de levure. Voilà, il y a pas mal d'ingrédients. On met tout ça à mélanger au batteur. On fait vraiment comme une pâte à brioche, en fait, on incorpore le beurre à la fin et on aime à dire que ça doit claquer contre la cuve du batteur pour qu'elle se décolle et c'est là où on sait un peu que la pâte à baba est prête. C'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Moi, je décide de faire une pâte à baba un peu minute. C'est une pâte à baba express que je fais en fait au RoboCoupe, enfin que je fais au mixeur. Parce que j'aime sa facilité. En fait, on met tout, on mixe, c'est fini. Donc déjà, on gagne énormément de temps. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est que c'est une pâte à baba qu'on peut se permettre de dresser. En fait, elle est très très souple, elle est presque liquide. Et en fait, on peut la mettre en poche et la dresser et en faire les formes qu'on veut. Donc en fait, je vais la fabriquer devant vous très rapidement et ça me permet de la mouler dans ce genre de forme, ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'une pâte à baba classique. En fait, j'insiste un peu dessus parce qu'une pâte à baba habituelle, c'est une pâte qui est assez ferme et il faut un vrai savoir-faire, un vrai geste pour, avec des mains humides pour faire un peu ce geste que vous avez peut-être déjà vu pour faire des espèces de boules qu'on met dans les moules à baba et qui forment en fait un baba à bouchon. Là, c'est pas du tout le cas. On met tout au robot. Vous voyez, j'ai des ingrédients ici, j'ai du lait, du sel, du sucre, des œufs, de la levure, du beurre et de la farine. Donc, je vais commencer par mettre d'abord les ingrédients secs. Le sel et le sucre. La levure surtout, d'un côté, jamais en contact du sel et du sucre, c'est hyper important. Si vous mettez votre levure en contact du sel ou du sucre, ça l'anesthésie. Donc en fait, vos babas lèveront jamais, quoi. Voilà, donc j'ai tous mes ingrédients secs ici. Et en général, ça va assez vite. Je commence par mixer une première fois pour être sûr que
le sel, le sucre et la levure ne soient pas en contact. Une fois que ça a commencé à être mixé, ça va tout seul. Et après, normalement... Ah, je peux pas, ok. Je vais mettre le lait. Puis les œufs. Bon. Ok. Bah, c'est pas ça. C'était censé couler, mais bon. Alors ici, à mi-chemin, je vais mettre légèrement un petit coup de maryse pour homogénéiser la masse. Pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux en fait. Et à ce moment-là, je vais mettre le beurre. Je mélange juste régulièrement. En faisant ça, en fait, je m'assure vraiment que la masse soit vraiment homogène parce que ça prend quelques secondes, alors que normalement, c'est une pâte qui prend au moins une vingtaine, une petite demi-heure à faire. La seule chose importante, c'est de bien s'assurer que tout soit homogène. Là, j'ai encore quelques tout petits morceaux de beurre. Pour éviter ça, vous pouvez faire ramollir un tout petit peu le beurre avant. Là, il était un petit peu froid, il sortait du frigo. Et donc, je me sers souvent d'un récipient comme ça, vide, pour mettre mes poches jetables ouvertes à l'envers. Vous voyez, ça me permet d'avoir une masse très souple en fait, qui est vraiment dressable comparée à une pâte à baba classique.
Donc voilà, le fait de sceller d'un récipient comme ça, c'est assez pratique. On peut mettre toute la masse d'un coup. Et donc là, j'ai vraiment une pâte à baba en fait qui, contrairement à une pâte classique, je peux la dresser très facilement. Et donc ça me permet, je vous le disais, de dresser dans ce genre de moule, qui est un moule en fait en forme d'œuf, tout simplement. Ce qui est important, alors j'ai pas de paire de ciseaux, je reviens tout de suite. Vous avez des ciseaux? Non bah non, bah, c'est bon, je vais prendre ça. Donc contrairement à une pâte à baba classique, ça me permet de la dresser assez facilement. Je remplis comme ça un tiers des moules. Alors, je vais juste vous faire voir ça. En fait, je ne sais pas si vous pouvez faire un petit zoom dessus. En fait, on voit bien qu'on peut mouler un peu la forme qu'on veut très facilement. Et quand vous faites ce genre de choses, en fait, sur les babas, donc là, je les avais très légèrement graissés juste avant. Vous le dressez. La facilité de cette recette, c'est de pouvoir dresser. Je le recouvre ou je mets une feuille sulfurisée ou ce que vous avez, un film dessus, et je laisse pousser, parce qu'il y a la levure dedans. Je laisse pousser en général 40 minutes. Donc là, ce ne sera pas tout à fait fini de pousser le temps que la démonstration se finisse. Mais en tout cas, je laisse pousser 40 minutes et ensuite, je le cuis à 165 degrés pendant, pour cette forme-là, à peu près 15 à 20 minutes. Je les démoule sur plaque et je finis de les sécher, en fait, de les cuire pendant 10 minutes à peu près pour que le baba en fait, en lui-même soit vraiment bien sec. Mais c'est important de les démouler pour finir la cuisson, pour vraiment les sécher à cœur. Ce qu'on attend du baba, c'est qu'il soit vraiment très sec pour qu'il prenne après tout l'imbibage du sirop en fait. Et donc là, évidemment, je vous les ai préparés en avance. En fait, une fois qu'ils sont cuits, vous allez retrouver la forme. En fait, cette forme d'œuf un peu, qui est un peu, là, un peu irrégulière à cause de la cuisson. Et en tout cas, ça me fait un baba qui vraiment épouse la forme. Et après, je l'ai juste taillé en haut et en bas pour avoir exactement la forme de mes verres. J'ai préparé 6 verres comme ça. Je ne sais pas trop ce qu'on voit ou pas. J'ai préparé 6 verres comme ça à double fond. Parce que je trouve ça plus joli, en fait, c'est plus intéressant pour dresser un dessert. Et en fait, c'est assez simple. Je vais venir disposer mes babas comme ça dans le fond du verre. Alors là, encore une fois, par facilité, en fait, je trouve ça plus simple. En fait, habituellement, les babas, bouchons qu'on connaît, toutes les formes qu'on connaît, on les fait imbiber dans des grandes cuves de sirop ou dans des plaques à rebord. Là, en l'occurrence, je fais plus ça. Avant, je les imbibais, je les prenais délicatement pour les mettre dans le verre et ça se passait bien. Là, maintenant, je verse le sirop directement dessus et ça imbibe directement sur la forme du verre. Je trouve ça plus simple et ça me permet de gagner du temps. Alors, la recette du sirop, encore une fois, c'est assez simple.
dès lors que vous faites un sirop comme ça, pensez toujours à mettre l'eau en premier. Donc je vais mettre tout ça à bouillir tout de suite. Donc pour le sirop, à Baba, on utilise toujours un sirop léger. Donc ce qu'on appelle un sirop léger, en fait, on part en pâtisserie d'un sirop à 30 en général. C'est à peu près, c'est un 50-50 au sucre. C'est un tout petit peu plus de sucre. En général, c'est 1 litre d'eau pour 1 kg de 200 de sucre. Dès que vous commencez à faire des desserts, vous connaissez tous le sirop à 30 en général. C'est un sirop de base qui nous sert à imbiber des biscuits. Pour un Baba, on fait toujours un sirop léger, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins de sucre que d'eau. Donc là, en l'occurrence, habituellement, on fait pour 1 litre d'eau 500 grammes de sucre. Là, je fais encore un peu moins que ça, je mets quasiment un tiers. Et donc, petite différence avec ce sirop, c'est qu'au lieu d'utiliser un sucre blanc classique, j'ai utilisé, comme je vous ai mis ici, en fait, un sucre rapadura. Je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite. En fait, je ne sais pas trop ce qu'on voit ou pas. Où est le zoom? En fait, le sucre rapadura, c'est quelque chose comme ça. C'est un sucre de canne, bio, complet, en fait, dans lequel il y a encore toutes les impuretés, qui n'est pas raffiné. En fait. C'est l'inverse d'un sucre blanc classique. C'est un sucre qui est non raffiné et dans lequel il y a encore, je vous dis, toutes ces impuretés. Et toutes ces impuretés, en fait, elles lui provoquent un goût différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le sucre blanc, enfin dans ce qu'on a l'habitude d'avoir dans le sucre blanc. Et ça nous donne un peu un goût réglissé qui est assez différent et qui est assez original, je trouve, qui est assez sympa. Vous pouvez trouver ce rapadura dans toutes les épiceries bio. C'est un sucre qui est vraiment intéressant à travailler, même au nez en fait. Encore une fois, là, je peux vous faire passer la barquette si vous voulez, s'il y a quelqu'un que ça intéresse de sentir ou de goûter. C'est un sucre qui est vraiment différent du sucre classique et en fait qui va très très bien avec un rhum comme celui-là. Ça match parfaitement en fait entre le rhum qui lui aussi est un peu vanillé, épicé, ses notes de caramel, et puis un sucre comme ça qui a des notes, je vous dis, un peu réglissées. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser ce sucre. Ensuite, je mets mes zestes d'agrumes. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi de mettre des zestes d'orange. Des zestes de citron jaune. Et ici, mes gousses de vanille que j'avais ouvert juste avant de commencer la démonstration, quand j'ai fait mes préparations. Donc je mets ici l'eau, le sucre rapadura, les zestes d'orange, les zestes de citron et mes gousses de vanille fendues et ouvertes. Je mets tout ça ensemble. Je porte tout à ébullition. Et ce qui est important, c'est que surtout, le rhum, je le garde et je le mets surtout hors du feu. Il ne faut pas le faire bouillir, en tout cas, il faut éviter de le faire bouillir parce que vous allez perdre une grande partie des arômes et ça n'a aucun sens. Et surtout, ce qui est important, ce qui m'intéresse dans le fait de le mettre après l'ébullition, c'est que ça me permet de redescendre tout de suite la température de mon sirop à peu près à 70 degrés. Et c'est la température idéale pour imbiber les babas. Quand vous imbibez vos babas, évitez de les mettre dans un sirop bouillant à 100 degrés ou à 90 degrés parce que ça va déstructurer complètement la pâte à baba et ça va vous faire une espèce d'éponge mouillée qui n'est pas agréable à manger. Il vaut mieux utiliser un sirop qui soit un peu plus froid, entre 60 et 70 degrés, c'est l'idéal. Comme je vous disais, ça évite d'exploser complètement le baba, quoi. Donc c'est ce que je fais. Et donc la facilité, c'est de faire bouillir tout ça. Alors, ça ne bout pas très très vite.
et hors du feu, d'ajouter ma quantité de rhum, qui, bon, vous ne pouvez pas le sentir de votre place, mais je vous invite vraiment à le sentir et je pourrais presque vous le faire passer pour vraiment sentir cette odeur. Je pense que d'ailleurs on va le faire parce que sinon c'est pas drôle. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut faire passer la bouteille, franchement, oui. Je vous invite à sentir l'odeur de ce rhum parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Pardon? Ouais. Et donc, le temps que le sirop bout et que je vous montre la façon dont je vais m'en servir, il y a 4 recettes dans ce dessert. Il y a d'abord la pâte à baba que vous avez vue juste avant. Je mixe tout, je le dresse, je le fais pousser, je le cuis. Une fois qu'il est bien sec, je le mets dans mes verres. Je mets le sirop dessus pour les laisser s'imbiber. Je les laisse de côté. Et en parallèle, j'ai préparé un gel citron vert menthe qui est en fait une sorte de texture de gel que je vais vous montrer juste après. En fait, qui est juste du jus de citron. Enfin, en l'occurrence, j'ai mis du jus de citron jaune, du jus de citron vert, un petit peu de pectine. Je fais bouillir l'ensemble, je le fais refroidir. Et quand c'est froid, je le mixe avec de la compote de pommes et des feuilles de menthe. Et ça me donne en fait une texture de gel adressée et j'en fais un cœur que vous allez voir juste après. J'ai pas le temps en 1 heure de faire tout ce qu'il y a dans le dessert. Donc j'ai choisi de faire certaines étapes importantes et de vous expliquer les autres. Donc là, mon sirop est à ébullition. Je ne sais pas ce que vous voyez ou pas. Je vais récupérer juste... Un chinois? Où ça? Non, étamine. Chinois étamine. Vous n'en avez pas ici? Un chinois étamine? C'est pas un chinois étamine. Un chinois étamine. Non. Bon, j'avais un chinois étamine qui a disparu, donc Sarah est partie en chercher un rapidement. En fait, je vais simplement passer ce sirop sur mon rhum pour éviter d'avoir tous les zestes, parce que ce serait désagréable en dégustation. Je vous ai parlé donc de ce gel citron vert menthe qui est en fait une texture de gel grâce à ce que je vous ai dit, je le fais d'abord bouillir avec la pectine, donc ça me fait une texture un petit peu collée, on appelle ça, mixé à de la compote et à des feuilles de menthe fraîches. Ça me fait vraiment une texture qui est hyper agréable et hyper acidulée en fait, que je vais mettre au cœur du baba. Et ensuite, pour remplacer la crème chantilly vanille classique, j'ai décidé de, là aussi, faire un travail sur le rapadura pour aller jusqu'au bout et pour rester dans les arômes du dessert. Et donc, je fais une crème onctueuse, en fait, au rapadura. Elle n'a aucun autre goût que le rapadura. Parce que je trouve important en fait, qu'on utilise de bonnes matières premières. Et c'est ça pour moi aujourd'hui un peu au-delà de la tendance, je pense que la façon la plus cohérente de travailler aujourd'hui en pâtisserie, c'est d'utiliser des bonnes matières premières dans lesquelles on croit et dont on connaît le sourcing. Ça me paraît hyper important et il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes pour faire les choses bien, quoi. Merci beaucoup.
C'est compliqué. Je vais prendre aussi une cuillère. Donc j'ai ici mon sirop qui, grâce au rhum à température ambiante, a descendu un tout petit peu en température, qui n'est pas trop chaud en fait. Et je vais venir imbiber directement dans le verre, sur le baba. Et en fait, le fait de l'imbiber directement dans le verre, il va prendre évidemment la forme automatiquement. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il gonfle au fur et à mesure en fait. Voilà, je vais laisser ça comme ça tranquille quelques minutes. Il reste du sirop ici. Pareil, si vous voulez goûter à la fin de la démonstration. Donc je vais laisser ça quelques minutes tranquille au frigo. Vous avez un fouet? Pendant ce temps, je vais vous parler de ma crème onctueuse au Rapadura. Alors là encore, pour gagner un peu de temps et parce que c'est une crème qui est très simple, en fait, je l'ai préparée au préalable, tout simplement pour vous dire que toutes les crèmes, je vous conseille de les faire en avance, toujours minimum 24 heures avant. C'est quand même vraiment l'idéal. Et il y a beaucoup de choses en pâtisserie, contrairement à la cuisine, que vous pouvez préparer avant et qui sont même mieux. Et moi, je trouve ça plus agréable. Un très bon cake, s'il est fait la veille, il sera toujours meilleur le lendemain plutôt qu'en direct. Une pâte à baba aussi parce que ça aura le temps d'imbiber. Une crème aussi, elle sera plus onctueuse le lendemain, toujours parce que
bah, je ne vais pas vous expliquer toutes les matières grasses, mais en fait, ça forme une espèce de stabilité en fait, entre la diffusion des arômes qu'on a voulu faire infuser et la stabilité de la matière grasse qui refroidit. C'est toujours important en fait, de faire toutes vos crèmes, que ce soit des chantilly, des ganaches montées, des infusions, des crèmes comme ça onctueuses, des crèmes anglaises, n'importe quoi, toutes vos crèmes, enfin, privilégiez de les faire la veille. Pardon. Déjà, vous gagnez du temps en dressage et surtout, vous obtenez des textures vraiment différentes que si vous la faisiez le jour J. En l'occurrence, cette crème, c'est une crème qui est assez simple. C'est vraiment une base de crème anglaise, c'est-à-dire un mélange 50-50 lait, crème versé sur des jaunes d'œufs et du rapadura. Là, c'est tout ce qu'il y a. Donc, je fais une sorte de crème anglaise que je verse sur du mascarpone et après, je mixe au blender et ça me donne une sorte de crème anglaise un peu onctueuse, un peu épaisse. Lorsque je la fais, qu'elle est chaude, elle est très liquide. Évidemment, je la mets en barquette comme ça et je la fais refroidir. Et je ne sais pas bien si on voit, mais en fait, là, quand elle sort du frigo, elle est vraiment en texture. Je ne sais pas si on voit. Vous voyez, elle se tient légèrement en fait. Alors que c'est juste une crème anglaise, il n'y a aucun gélifiant dedans. J'ai pas de gélatine, j'ai pas de pectine, j'ai rien du tout. Et ça fait vraiment une crème qui se tient. Et en fait, je la fais monter pour qu'elle soit plus aérienne, plus légère. Et pour l'utiliser en fait comme une ganache montée. Alors pareil, il m'en reste une seconde barquette ici, je vous la laisse. Si vous voulez venir voir à la fin de la démo la texture ou la goûter. Et donc là, il y a peu de choses à retenir techniques lorsque vous montez une crème. La seule chose qui est importante, c'est que ce soit bien froid. Si vous faites une crème, cette même crème, vous la faites, vous la laissez au frigo pendant 1 heure et vous essayez de la monter dans une cuve comme ça à température ambiante, ça ne fonctionnera jamais. Le seul secret, c'est d'avoir du froid. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est très important de les faire la veille, comme ça vous êtes sûr d'avoir une crème qui soit vraiment stable en matière grasse et qui va monter correctement par la suite, qu'elle soit bien froide. Et surtout, si vous avez remarqué, j'avais laissé, au début de la démonstration, j'avais mis ma cuve au frigo pour qu'elle soit bien froide, parce qu'en plus il fait assez chaud là. Donc ça peut vite, d'une crème qui paraît très simple à monter, ça peut très vite se transformer en une espèce de chantilly un peu soupe, un peu tranché, qui ne sera pas agréable en fait à déguster. Donc vraiment, travailler avec le froid parce que c'est hyper important. Et je vais juste chercher une douille encore que je n'ai pas. Est-ce que vous avez des douilles unies? Des douilles unies? Non? Pas de douille. On n'a pas de grosses douilles. Chez Debuyer, tu peux leur emprunter s'il te plaît? Merci. Donc Sarah qui m'aide beaucoup va chercher une douille que j'avais que je n'ai pas non plus. Donc là, très important, je vous le disais, c'est un peu comme une ganache montée. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait ou non. Les ganaches montées, ça tranche très très vite parce que c'est un peu saturé en matière grasse. Donc faire attention de ne pas aller trop loin. Quand vous montez ce genre de crème, comme une chantilly, restez toujours dans des textures très souples en fait. Que ce soit juste une crème très simple ou une crème un peu plus complexe, travaillez la veille comme je vous le disais. Restez toujours très très souple dans vos textures parce qu'en plus, après vous allez les remélanger soit au fouet ou à la maryse, vous allez les mettre dans une poche et tout ça, le fait de les comprimer, en fait de les compresser, bah, ça fait tout de suite saturer la matière grasse et ça va trancher à chaque fois que vous allez dresser.
Si vous avez déjà eu des crèmes chantilly ou autres qui soient ce qu'on appelle tranchées, qui se séparent un peu quand vous dressez, c'est uniquement parce que c'était pas assez froid lorsque vous l'avez monté ou parce que vous l'avez saturé et que vous l'avez trop monté en fait. Là, on voyait en texture, je ne sais toujours pas ce que vous voyez ou non, mais en fait, j'ai vraiment une texture qui soit très souple comme ça, hein. C'est comme une crème anglaise, là elle manque presque un tout petit peu, mais c'est comme un peu une crème anglaise qui soit plus onctueuse en fait. Je vais vraiment pas trop loin quand je les monte. À quelques secondes près, ça fait vraiment la différence. Voilà, je vais arrêter là. Ah voilà, j'ai une texture parfaite en fait. Elle est souple, mais elle se tient. Donc, retenez ça. Là, toujours, pour homogénéiser, vous mettez un petit coup de maryse pour ramener tout au centre. Et j'attends juste ma douille et on va pouvoir commencer à dresser. Je vais récupérer ici mes babas qui ont gonflé et qui ont, comme je vous le disais, épousé parfaitement la forme du verre en fait. Et au cœur de celui-ci, bon, je sais pas, en fait, juste que vous voyez la texture du gel, il est vraiment comme ça, quoi. On a une texture de compote un peu, qui est dressable, mais un peu souple. Et je vais vraiment venir faire un cœur très acidulé au centre du baba. On voit bien que c'est hyper agréable. Et moi, j'aime pas travailler, surtout pas dans une verrine, des textures qui soient très collées, très fermes. Ça sert à rien. Et donc, je vais venir faire comme ça, au centre du dessert, un petit cœur acidulé, comme je vous le disais, qui va être surprenant en fait quand on plonge la cuillère dedans et qu'on s'y attend pas du tout. Merci beaucoup. Donc j'utilise une douille unique comme ça, numéro 14, assez large en diamètre. D'accord. Toujours lorsque vous préparez une poche à douille, comme ça d'abord, et puis après vous la bloquez. En fait, on fait toujours un tour comme ça, on la bloque avec le pouce. C'est bête, mais ça évite que ça coule partout. Après, vous la préparez comme ça, en fait. Ça, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous aider, et ça va tout seul. Et ensuite, ma crème qui est onctueuse, du coup, vous voyez, qui est vraiment en texture comme ça. Je vais venir garnir ma poche. Alors surtout lorsque vous faites ça, encore une fois, garnissez pas trop, ça sert à rien, vous voyez, je vais jamais plus haut que ça. Sinon c'est compliqué pour dresser, ça coule d'un côté, c'est toujours un peu désagréable. Là au moins c'est propre et ça va tout seul. Et ça me permet vraiment de pouvoir dresser précisément en fait. Enfin avec précision en tout cas. Et donc là je viens faire gentiment
une belle boule de crème. Et je viens ici tapoter légèrement afin d'avoir la crème partout contre le verre régulièrement. Et on voit bien sur le dessus en fait, que c'est très lisse. Le fait de l'avoir utilisé très souple, je n'ai pas besoin d'en rajouter et de faire un mouvement pour obtenir cette forme en fait. Et voilà, j'obtiens vraiment en 4 recettes et 3 textures du coup. Un baba qui soit hyper agréable à déguster, qui vient juste d'être imbibé, qui est super soft. Un cœur de gel qui est vraiment très acidulé. Et une crème onctueuse dessus. Bonjour. Oui, ça marche. On me dit qu'il faut que je me dépêche, donc je vais me dépêcher de finir. De toute façon, j'arrivais à la fin. Il me manque juste un petit décor. Je vais récupérer ça, ça. Et en fait, par-dessus, je viens mettre ici. Là, j'ai préparé un mélange de sucre citron vert. En fait, je prends des citrons verts, je les zeste sur une plaque, je mets un petit peu de sucre dessus et je fais sécher ça pendant quelques heures. Et ensuite, je le mixe dans un robot comme celui-là. Et ça me permet de saupoudrer un tout petit peu de sucre citron vert comme ça. Très légèrement. Ouais, je dois libérer l'espace ou je dois... Non, c'est parce que tu as un duplex et le plus vite possible, il faudrait que tu passes par les coulisses pour t'emmènes. D'accord. Oui. Et je vais récupérer juste ma pince. Comme ça. Super, merci. Donc juste là avec une petite pince, c'est pour mettre la petite finition. Ici en fait je prends des abscines cresse, c'est des toutes petites pousses de cresse qui en fait ont là aussi une sorte de goût, un arôme un peu réglissé et très frais. Et donc en fait, je viens ici mettre quelques petites feuilles en décor. Et pendant que je fais ça, je pense que Sarah elle est en train d'arriver avec les étudiants du Cordon Bleu qui nous donnent un coup de main pour vous faire déguster les mini verrines qu'on vous a préparées ce matin. C'est parti, c'est maintenant. Ah, normalement, vous devriez, je pense, déguster les mini verrines qu'on vous a préparées avec les 3 mêmes éléments, le baba, le gel, la crème onctueuse. Ouais, c'est parti. Et comme ça, vous aurez l'occasion d'apprécier ce que je vous ai préparé devant vos yeux. Voilà, donc juste dans quelques minutes, et je vous laisse tranquille. Donc ma version du papa au rhum, comme je vous le disais avec le rhum Dom Papa, le sucre rapadura, les 2 ingrédients un peu essentiels de cette recette. Je vous laisse déguster, profitez-en. J'espère que ça vous plaira, et puis je serai dans le coin à votre disposition si vous avez des questions. Et voilà, je vous remercie de votre attention en tout cas.